C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La cité des Kobourou a été le théâtre de moments historiques qui marquera les annales de la vie politique béninoise. La mouvance présidentielle y a officiellement investi son duo pour l'élection présidentielle de 2026, Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata. Retour dans les minutes à suivre les temps forts de cette cérémonie. En France, quelques heures seulement après avoir dévoilé la première composition de son gouvernement, un geste qui a fait voler en éclats le socle de l'union politique, le Premier ministre a annoncé sa démission ce lundi. Dans la foulée, il a pris la parole pour s'exprimer publiquement quelques instants après avoir adressé sa lettre de démission. Et puis, le Parlement tchadien vient d'approuver une révision constitutionnelle qui allonge le mandat présidentiel à 7 ans renouvelables sans limite. Une décision qui renforce le pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno. Un nouveau chapitre s'ouvre sur la scène politique béninoise avec l'officialisation d'un tandem qui se veut porteur de renouveau et de stabilité. Devant une foule acquise à leur cause, Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata ont été présentés comme les visages de la continuité au sein de la mouvance présidentielle. Retour sur les temps forts dans cet élément. C'est une scène politique peu commune qui s'est jouée ce week-end. Une démonstration d'unité sans précédent au sein de la mouvance présidentielle. Les 4 grandes formations, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, le Mouel-Bénin et la Renaissance nationale ont fait front commun pour adouber le duo Wadani-Talata. Un pacte politique scellé sous le regard du président Patrice Talon qui incarne la continuité du vaste projet de transformation enclenché depuis 2016. La cérémonie d'investiture a démarré par la lecture des décisions de validation du choix Wadani-Talata par les 4 formations politiques. Avec des mots empreints de sobriété et de conviction, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, désormais candidat de la mouvance, dans son discours a affirmé que l'unité nationale constitue le socle sur lequel doit reposer toute ambition de développement pour le Bénin. Chers amis, depuis près de 10 ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie, renforcé nos institutions, nos finances publiques sont assainies, notre économie affiche une croissance qui place notre pays dans les plus performants en Afrique. Mais nous sommes conscients que le chemin vers notre idéal reste long. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour présenter un programme détaillé. Ce moment viendra. Je suis ici pour partager avec vous 2 convictions fortes. La première, c'est que la vision demeure claire et que les défis auxquels nous aurons à faire face les années à venir, ces défis sont connus. Le chemin est certes long, mais les étapes les plus difficiles ont été déjà franchies ces 9 dernières années. La chance de notre pays, c'est que pendant les périodes les plus difficiles, quand le monde et la région traversaient des crises, nous avons su faire les efforts nécessaires, faire les sacrifices nécessaires qui nous rendent aujourd'hui résilients et prêts pour affronter ces défis. Par ailleurs, les axes de résolution de ces défis sont identifiés, connus, étudiés et planifiés. La seconde conviction est que dans un monde instable, dans une sous-région en crise, notre plus grande force, c'est notre unité nationale. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Depuis sa prise de fonction en 2016, Romuald Wadani est devenu le symbole d'une gestion financière rigoureuse et moderne au Bénin.
Sous sa conduite, le pays a renforcé sa réputation à l'international grâce à des réformes économiques solides. Aujourd'hui, au-delà des chiffres, il place la jeunesse au cœur de son projet, convaincu qu'elle est la clé du développement futur du pays. Le Bénin est l'un des pays les plus jeunes au monde. Il est donc clair que l'avenir appartient à la jeunesse. Il est donc clair que notre avenir se jouera dans nos écoles, dans nos universités. Il est clair que notre avenir est dans la main de ces jeunes créateurs, artistes, entrepreneurs. Je pense à ces jeunes qui innovent tous les jours, que ce soit dans l'agriculture, dans la culture, dans le numérique. Je pense aux étudiants qui rêvent de rester chez eux et de réussir chez eux. Je pense à ces jeunes qui veulent participer pleinement à la transformation de notre pays. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. En choisissant Mariam Tchabi Talata, figure émergente de la scène politique béninoise, Romuald Wadani envoie un signal fort, celui d'un Bénin résolument tourné vers l'avenir. Ensemble, ils misent sur un développement inclusif où la jeunesse et la cohésion nationale seront les piliers d'une croissance durable. Suite à l'investiture du duo de la mouvance, les avis se font entendre de toutes parts. Suivons maintenant le point de vue d'un acteur politique sur cette cérémonie marquante. Parakou, le samedi passé, c'était un événement inédit. D'abord, il y a 3 grands temps forts. Le premier, c'est d'abord du côté de la mobilisation. Il y a une forte mobilisation autour de cette investiture. Le comité d'organisation a fait un travail impeccable et tout s'est bien passé depuis la logistique jusqu'à la mobilisation humaine. Le second, c'est les acteurs qui participaient. On avait pour cette investiture tous les sommités de la mouvance qui étaient représentées en qualité. Le troisième axe, c'est dans le déroulé lui-même, dans les speeches et surtout le discours du candidat Wadahi, son excellent Wadahi, qui, du point de vue, est un discours plein d'espoir, est un discours d'engagement. C'est un discours de détermination et un discours de continuité, de reconnaissance. Reconnaissance pourquoi? Parce qu'à l'entame, il a d'abord reconnu les mérites du président Patrice Talon, aux côtés de qui il a appris beaucoup de choses. Il dit, avec cette expérience, avec tout ce qu'il a vécu, qu'il s'engage avec cette clairvoyance de vision. Il sait la ligne de conduite à tenir et pour apporter un plus à ce qu'il a déjà connu aux côtés de Patrice. L'autre axe de son discours, c'est cet engagement de la jeunesse auquel il fait appel. Et il tient à démontrer à la jeunesse qu'il constitue plus de 70% de la population béninoise et qui constitue bien sûr l'un des pays aujourd'hui plus jeunes dans le monde et que c'est un atout, il veut compter sur cet atout et il demande l'engagement des jeunes pour qu'ils aient un Bénin meilleur pour être bien noté dans le Conseil des grandes nations. Le duo est un duo bien réfléchi et en constitution. Vous savez, Wadahi étant jeune et qui a appris aux côtés du président, qui est plein dans le processus de la restructuration économique, financière. Et à côté, nous avons une mère, une expérimentée, une dame qui incarne la femme qui plaide, je dirais comme une Vierge Marie qui plaide pour ses enfants, qui plaide pour son peuple, pour que la paix règne, pour que qu'il y ait un développement à tous les niveaux. C'est un duo de certitude. Sans vous mentir, ce duo, pour conclure, c'est une grande chance pour le Bénin. Nous ne devons pas rater cette opportunité-là.
Autre volet de l'actualité, en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission au président Emmanuel Macron qui l'a accepté ce lundi. Nommé le 9 septembre, il faisait face à de vives critiques après avoir dévoilé ce dimanche une première partie de son gouvernement. Il était attendu à l'Assemblée nationale pour y présenter sa déclaration de politique générale. Nous vous proposons à présent un extrait de son discours prononcé peu après avoir remis sa lettre de démission. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. C'est vrai des formations parfois du socle commun, c'est vrai aussi des oppositions. Or, nous l'avons dit, pas de coalition large, c'est un choix qui a été fait par les différentes formations politiques de l'opposition, de ne pas venir avec le socle commun au gouvernement, mais de permettre les débats et d'organiser ensuite les compromis, sachant que les compromis ne sont pas la compromission. Mais pour cela, évidemment, il faut changer d'état d'esprit et ne pas vouloir appliquer l'intégralité de son projet et de son programme. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Je le dis, ou je le redis, si ce moment est le moment le plus parlementaire de la Ve République, en aucun cas il faut revoir vivre ici les mauvais moments de la Quatrième République. Et que donc par définition, la construction d'un gouvernement se fait en fonction de la Constitution, sur proposition du Premier ministre, nommé par le Président de la République. Le dernier message que je veux dire aux Français, c'est qu'au fond, et c'est un message véritablement d'espoir et d'optimisme, de caractère, je ne le suis pas toujours, mais suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver, et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé, pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Et je me suis employé, en tout cas je l'espère, à le faire. Ensuite, toujours avoir le sens de l'intérêt général et du fond. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. En ayant l'humilité de considérer que certaines choses peuvent être faites avant 2027, d'autres choses seront faites ensuite, pendant le débat de l'élection présidentielle. Et au fond, il y a beaucoup de lignes rouges dans la bouche de beaucoup, en tout cas de certains, pas de tous, pas de tous. Il y a rarement des lignes vertes. Or, le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c'est d'être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d'un certain nombre de lignes rouges. Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes, et certaines formations politiques de l'opposition l'ont compris, et je tiens à les remercier. Désormais, il faut que l'on puisse avancer, en tout cas que celles et ceux qui veulent trouver un chemin pour le pays puissent avancer. Et le dernier point, et je le dis avec respect, moi qui suis un militant qui au fond est gravi les marches de la méritocratie républicaine grâce à l'élection comme maire, comme président de département, comme sénateur, je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti. Et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français.
Au Tchad, moins de 2 ans après l'adoption par référendum de la Constitution, les députés et sénateurs tchadiens ont voté une révision constitutionnelle qui établit un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable sans limite. La réforme constitutionnelle prévoit également la possibilité de créer un poste de vice-premier ministre et rallonge d'1 an le mandat des députés qui passe de 5 ans à 6 ans. Le reportage. Au Tchad, les députés et sénateurs réunis en congrès ont majoritairement approuvé la révision constitutionnelle. Parmi les mesures phares de la nouvelle constitution figure la mise en place d'un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable sans limite. Une mesure aussitôt dénoncée par l'opposition. Le texte lève également l'incompatibilité des fonctions de chef de l'État avec les activités au sein d'un parti politique, alors que Mahamat Déby a été désigné président du MPS en janvier 2025. Parmi les autres changements, il y a l'allongement de la durée du mandat des députés à 6 ans, ainsi que la création d'un poste de vice-premier ministre. La nouvelle constitution a été approuvée par une écrasante majorité. 236 des 257 parlementaires se sont prononcés en faveur de la révision constitutionnelle, alors que le Parlement est acquis au mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. Ouverture ce lundi de la 2e et dernière semaine de campagne avant le scrutin présidentiel du 12 octobre au Cameroun. Paul Biya, 92 ans, brigue un 8e mandat consécutif après 43 ans au pouvoir. Face à lui, sur les bulletins, 11 candidats dont 2 ont apporté le soutien à l'ancien ministre Bello Bouba Maïgari suivant. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Douala sur l'esplanade du stade omnisport de Bépanda pour assister au meeting d'Issa Chiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Malgré 8 heures d'attente sous une pluie, les partisans du leader du Front pour le salut national du Cameroun sont restés mobilisés. Il est tellement apprécié par le peuple camerounais. Je pense qu'on n'a jamais vu une marée humaine aujourd'hui. Partout, toutes les villes où il est passé, Douala a été la plus grande mobilisation du Cameroun aujourd'hui. Je pense que c'est un très grand témoignage pour le peuple camerounais envers la personne de Issa Chiroma Bakari que nous promettons le 12 octobre la victoire à 100%. Après des meetings à Buea et Limbe dans les régions anglophones, Issa Chiroma a galvanisé ses sympathisants. Dans un discours, il a appelé le président sortant à reconnaître sa défaite si le vote lui est défavorable. Vous appellerez votre adversaire désigné par le peuple pour lui dire: Monsieur le Président, je consens la défaite, je vous félicite. Ce jour-là, vous rentrerez dans l'histoire. Pour de nombreux militants, cette mobilisation record à Douala est un signe clair du changement à venir. Tout ce que nous voulons, c'est que les 12, nous soyons de la même façon et que nous suivions nos projets, nous suivions nos votes et nous contrôlons nos bulletins de vote. Pour que les 12 soient, nous puissions programmer notre propre victoire. Que le président Chiroma soit président du Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus soutenir. C'est pour ça. Remercier également toutes les autres. L'élection présidentielle aura lieu le dimanche prochain et pour de nombreux observateurs, l'ancienne tête forte du régime Biya, passée dans l'opposition à quelques mois du scrutin, pourrait créer la surprise face à un Paul Biya absent de la scène politique, mais également lors de cette campagne électorale. La République démocratique du Congo bannira définitivement les exportateurs de cobalt qui violeront son nouveau système de quotas. Le Congo, qui représente environ 70% de la production mondiale de cobalt, avait suspendu ses exportations en février après que les prix de ce métal essentiel aux batteries électriques ont atteint le plus bas niveau en 9 ans suivants. La République démocratique du Congo s'apprête à interdire de façon permanente les activités des exportateurs de cobalt qui ne respectent pas le nouveau système de quotas, selon une déclaration du président Félix-Antoine Tshisekedi. Par ces mesures, le premier producteur mondial de ce minerai essaie de renforcer ses contrôles afin de lutter contre la fraude et stabiliser les prix.
La RDC, qui représente environ 65% de la production mondiale de cobalt, a suspendu ses exportations en février après que les prix de ce métal essentiel à la fabrication de batteries électriques ont atteint leur niveau le plus bas en 9 ans. Dimanche 21 septembre, le pays a annoncé une reprise des exportations, mais fortement limitée par un système de quotas. Entre mi-octobre et la fin de l'année, 18 000 tonnes seront autorisées à quitter le pays, puis 96 600 tonnes pour les années 2026 et 2027, selon un communiqué publié dimanche par l'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Ce dimanche, la Syrie a voté pour ses nouveaux parlementaires, un scrutin inédit depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Les premiers résultats de ce scrutin indirect où seuls quelques Syriens avaient été nommés pour voter ont été annoncés. Un tiers des parlementaires seront ensuite nommés par le président par intérim, Ahmed al-Shara. C'est après moi. En Syrie, l'heure est au dépouillement des bulletins après le vote de dimanche pour les élections parlementaires. Les nouvelles autorités décrivent un processus plutôt démocratique. Le processus électoral se déroule de manière totalement démocratique. La manière dont les élections ont été organisées pour ce Parlement était la seule possible, étant donné que de nombreux Syriens vivent à l'étranger et que leurs votes doivent être comptabilisés. Il s'agit du premier scrutin dans ce pays depuis qu'une offensive menée par les rebelles a renversé le dirigeant autocratique de longue date, Bachar al-Assad, il y a près d'1 an. Le président par intérim veut aller très vite. Beaucoup de choses sont encore en suspens en Syrie et il faut aller de l'avant. C'est pourquoi nous avons fait tout notre possible pour atteindre la période la plus courte avec la plus grande rapidité pour combler les vides dans la représentation du peuple au Parlement. Pour ce scrutin indirect, 2 tiers des 210 sièges de l'Assemblée seront élus par les collèges électoraux provinciaux. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.